Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de, on va dire, la correction actuelle. Correction qui, je pense, tient surtout à de la liquidité, pas nécessairement réellement un mouvement plus ample, mais c'est ce qu'on va éventuellement voir ensemble. Et puis, on va parler également de l'acquisition de First Republic Bank par JP Morgan. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, nous rejoindre sur le Discord et bien évidemment mettre un like, c'est important, et un commentaire d'encouragement. On est là sur le prix en daily. On va faire aujourd'hui un petit peu de momentum. Rapidement, on voit ici un échec du RSI autour des 57, retour sur la zone des 50. Je pense que ça peut être un point intéressant de rebond, même si finalement le stochastique est en train de nous montrer également sur la zone des 50 qu'il est en train de partir en daily, plutôt vers le bas. On a aussi un shop en daily qui commence à être chargé, donc ça peut éventuellement vouloir dire que un mouvement se prépare avec beaucoup de volatilité. Et puis on a cette vague d'achat ici, vous le voyez sur le Market Cipher, qui semble prendre fin avec une VWAP qui s'écarte du zéro. Donc voilà un petit peu pour la corrélation avec le S&P, avec donc le marché action américain. Vous voyez qu'elle est autour de zéro en ce moment. Sincèrement, sur ce week-end, enfin en tout cas la journée d'aujourd'hui, on a un Bitcoin qui a corrélé à pas grand-chose, ni l'or, ni le S&P, et c'est ce que vous pouvez voir si vous allez voir ce dashboard ici, ou d'une certaine manière, si on met par exemple le S&P normal, on a eu un S&P qui était haussier, on a eu un gold qui a fait un mouvement un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire il a fait une forte poussée de 1976 à 2000 points, et puis à $2000, et puis pour finalement se retrouver au point de départ initial. Donc on a un or qui est un petit peu en latéralisation, on est là en time frame de 5 minutes, et on a un dollar qui est plutôt haussier, sachant que ici le dollar il est inversé, je l'ai mis à l'envers. Donc voilà pour le momentum en daily. Là où c'est pas trop mal par rapport à l'analyse qu'on en avait faite samedi, puisque j'ai pas fait de vidéo hier, c'est que samedi je vous avais dit, je pense qu'on va rester dans cette contraction ici. Vous le voyez, du prix qui va de là à ici, mais avec une déviation très légère au-dessus. Et pour moi, je vous avais donné cette borne où commencer à éventuellement regarder le prix, qui était la borne des 29 658. J'avais dit pour moi, j'avais même donné une borne supérieure qui était à peu près par ici. On a très légèrement dépassé ce point. Alors malheureusement, j'ai pas pris ce short parce que hier, j'étais pas devant les écrans, mais ça s'est plutôt passé comme on l'espérait, du moins. Pour moi, on a des bonnes chances de rebondir à nouveau ici sur cette trend. Est-ce qu'on a un niveau qui réellement peut supporter? Oui, il est ici, il est à peu près sur le point actuel. Si jamais on perd ce niveau, à ce moment-là, on va revenir attaquer plutôt le niveau inférieur, c'est-à-dire les 27 200, qui est pour le moment, on va dire, le support qui tient. Mais je ne serais pas étonné qu'on rebondisse ici sur la trend d'accumulation qui est, encore une fois, celle-ci. En tout cas, sur l'analyse ici, on était pas mal, c'est-à-dire qu'on a dit on a un peu de short à prendre dans cette histoire-là, et c'est de la liquidité fraîche, donc vraiment il y avait quelque chose à faire pour les prendre, et puis ensuite derrière revenir éventuellement confirmer encore une fois cette contraction. Je pense qu'on va sortir de cette contraction par le haut. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre très légèrement ici au-dessus des 31 000. Cela dit, on peut peut-être, maintenant que cette zone a été réduite, vous le comprenez, puisque là on avait rajouté du monde, quand on a fait la vidéo, on était à peu près par ici. On a quand même ici, pris, vous le voyez, à peu près un tiers de la zone en entier, celle où il y a potentiellement des shorteurs retardataires, et on a potentiellement, bien entendu, des shorteurs qui ont essayé de garer leur prix de liquidation ou leur stop loss juste au-dessus des 31 000. Pour moi, on a des chances éventuellement de refaire un mouvement plus haut, et nécessairement, et ça c'est la vision à moyen terme, ensuite venir prendre tout ce qu'il y a sous les 25. Ça serait peut-être potentiellement, ma direction préférentielle pour le moment. Elle passe longue désormais pour un petit tour au-dessus des 31, et ensuite par contre un mouvement peut-être un petit peu plus ample vers le bas. Maintenant, pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que là ça fait un moment qu'on fait ce petit escalier ici vers le bas. Vous voyez qu'on n'arrive pas, donc on a ici des stop loss qui sont garés, et on a également bien évidemment cette espèce de niveau qui semble tenir ici autour des 26,5 et 27,2. On a ces deux gros niveaux là qui tiennent et qui pourraient encore une nouvelle fois supporter le prix un petit peu vers le haut. Pour moi, la target finale de ce mouvement, elle se trouve quelque part
ici, c'est-à-dire que si on doit être baissier, pour moi, il faut pas hésiter à l'être jusqu'au 2315, mais je pense que, étant donné qu'on a traîné dans la zone, il se pourrait qu'on aille faire avant cela une prise de liquidité au-dessus. Donc direction préférentielle court terme longue, direction préférentielle moyen terme short, et long terme on serait plutôt sur du long, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on perdrait sur ce mouvement-là les 20 000 $. En tout cas, à ce stade, on a assez peu de choses qui peuvent nous dire que ça sera le cas. On passe sur Ethereum. Ethereum qui corrige également, 1839, vous voyez en revanche que Ethereum contre BTC semble s'apprécier, c'est-à-dire qu'Ethereum a moins corrigé que Bitcoin, et Ethereum est également sur un point logique de rebond, on va dire, où on a effectivement ce support qui pourrait éventuellement, à ce stade, supporter le prix. Le problème si on perce sur Ethereum, c'est qu'on a cette très jolie épaule tête-épaule. Si jamais on perce le niveau actuel, on peut s'attendre à ce que Ethereum marque une correction plus importante, à savoir, on va toujours de la tête à la ligne de cours, reporter au point de cassure s'il y en a un, retourner pour Ethereum autour des 1550, 2000 $. D'accord, ça c'est pour la partie chartiste, on va dire. À ce stade, qu'est-ce qu'on a vu ? On est sorti de cette 4 heures par le côté. Cette 1 heure a été perdue également. On a une nouvelle 4 heures dorénavant, et là je parle des tendances, bien sûr, des trends qui va être comme ceci. Et on a une nouvelle 4 heures en accumulation qui va être comme ceci. Donc si on devait regarder le triangle d'indécision qu'on va avoir sur BTC, eh ben en fait on aurait quelque chose un petit peu du même acabit sur Ethereum. On va sauver ça, le mettre dans la bonne time frame bien évidemment, et puis voilà, ça me paraît cohérent sur Ethereum également de venir dépasser pour le coup, donc moyen terme, les 2141 $, une seule fois, faire éventuellement un double top. On peut échouer juste en dessous ou juste au-dessus. Je pencherai peut-être un peu plus pour le fait d'échouer juste au-dessus, et là à ce moment-là venir rejoindre pour moi on est autour des 1600 $ pour cette borne, on va dire cette target sur Ethereum baissière. Est-ce qu'on peut y aller en ligne droite ? Bien évidemment. À ce stade, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que on est sur une ABC, et c'est un petit peu la même chose sur Bitcoin, et que là on vient de regarder l'AB, tout simplement, et que là on s'attendrait éventuellement à une C. Imaginons que donc du coup on n'a pas le mouvement que j'attends, on a plutôt quelque chose qui désormais se place plutôt à la descente, on va dire. Imaginons qu'on ait un AB égale CD, c'est-à-dire un 1 pour 1. Je reporte tout ce que nous a dit la A en haut de B, et on aurait effectivement une target autour des 1630 sur Ether. Donc voilà, comprenez bien que ça peut aussi aller tout droit. Je sais que j'ai de la liquidité au-dessus, donc j'aurais tendance, moi, à privilégier, et là je reviens sur Bitcoin, j'aurais tendance à privilégier une prise de liquidité au-dessus du niveau. Maintenant, cela dit, il est tout à fait possible d'aller tout droit jusqu'à la target, et je le rappelle que sur Bitcoin, on avait dit première target 25,2, ça correspond à la ligne verte en trétier que je vous avais montré également sur Ethereum, qui est autour des 1006, et deuxième target, les 22,5, ça fait un bon petit moment qu'on en parle déjà. Donc la question étant tout simplement, est-ce qu'on a eu ici notre ABC entre guillemets déjà terminé, avec une temporalité un petit peu bizarre, vous comprenez que ici ça veut dire que la C est très rapide en l'occurrence, ou alors est-ce que tout simplement on vient juste de faire le haut de B à ce stade, avec ici une sorte de running flat, oui tout à fait, et est-ce qu'on peut pas ici venir chercher, alors on va faire la même chose pour Bitcoin, imaginez qu'on est sur un 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on reporte ce que nous a donné la A en bas de B, même amplitude pour ce mouvement que celui qui était celui donné par A, et en l'occurrence on arrive aux 26 000 $ tout pile pour Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin reviendrait à peu près dans cette zone-là. Personnellement, j'irais plutôt pencher pour une étendue si c'était le cas, c'est-à-dire aller plutôt chercher, voilà, quelque part dans cette zone-là, en tout cas quelque part sous les 25,2, entre 25,2 et 22,5. Donc deux solutions, soit on éclate le top, ce qui est mon scénario privilégié, et ensuite on vient faire cette fameuse correction, soit on ne l'éclate pas, et donc du coup, eh bien la direction préférentielle est short, et on n'aura pas forcément ici la bonne, entre guillemets, la bonne direction préférentielle à court terme. Excusez-moi, je suis un peu grippé, donc du coup c'est parfois un petit peu compliqué.
Stablecoin dominance, on va pas le faire aujourd'hui. S&P non plus. On va passer directement sur les news avec le rachat de First Republic Bank, en fait, qui a été saisi par les autorités californiennes et qui ensuite a tout de suite été vendu à JP Morgan. JP Morgan qui est un petit peu le champion de, tout simplement, de la fusion-acquisition en période de crise, les rois du cash un petit peu, au moment où il y a des gros problèmes, et les rois également, on va dire, d'une certaine manière, de la désinformation, on va dire un petit peu. Il nous disait il y a de ça pas très longtemps que cette crise bancaire était là pour durer, et là maintenant qu'ils viennent de racheter First Republic Bank, vous allez voir qu'ils sont en train de nous dire que c'est bon, cette crise bancaire est terminée. La Fed qui devrait augmenter ses taux d'intérêt et ensuite débattre d'une pause. Concrètement, on a mercredi un discours de Powell, donc je pense qu'on en saura un petit peu plus là-dessus. Et ici, cet article, alors moi, j'ai pas l'abonnement au Wall Street Journal parce que j'ai aucun intérêt. Ouais, là, je vais le lire quand même. Je vais en pause, je le lis parce que j'ai droit à des articles gratuits de temps en temps. Donc l'idée de cet article, c'est qu'on est effectivement sur la hausse la plus importante depuis 40 ans. Vous le voyez ici sur 2022 étant la droite qui est ici en noir. On voit également que au dernier meeting, et on l'avait vu dans les minutes de la Fed, au dernier meeting, il avait été évoqué le fait de poser en mars. On a fait cette hausse à 0,25. Ici, l'analyse, on va dire, de ce journaliste-là serait de dire il pense qu'il y aura une dernière hausse lors du meeting de mercredi qui sera, elle, à 0,25. Donc ce FOMC-là devrait éventuellement nous donner un dernier 0,25 puis une pause. On va regarder ici les statistiques autour du CME. Qu'est-ce que pense le CME de tout ça ? Vous voyez que le meeting est dans 2 jours et en l'occurrence, effectivement, on a 93% du marché qui pense qu'il y aura à nouveau encore une hausse. Est-ce que la Fed peut créer la surprise en posant tout de suite ? Je pense que ça pourrait être le cas. Néanmoins, on n'a pas vu non plus, on a vu effectivement des bons résultats au niveau de l'inflation. Je vous remontre ici ma courbe de l'inflation, du coup, pour être complet sur le sujet, puisqu'on a commencé à attaquer ça. Courbe de l'inflation qui est ici, hop, on se remet en linéaire, et en gros on voit effectivement que l'inflation est en train de plomber assez fortement, on voit cette espèce de top. La Fed a commencé en mars à augmenter ses taux, c'est-à-dire à peu près par ici. L'inflation a continué à augmenter, ensuite elle a plombé. On a eu un léger plateau ici qui a fait flipper un petit peu tout le monde. Et finalement là on rejoint cette courbe verte que je vous avais tracée, courbe verte qui, on va dire, nous emmènerait aux 2%, donc la target de la Fed, à peu près en août. Ça fait 1 an qu'on augmente les taux d'intérêt. Bon là j'ai pas mis tous les benchmarks à chaque fois, mais on a fait des hausses à 0,75, on a fait des hausses à 0,50 et on a fait des hausses à 0,25. Désormais on est effectivement sur un taux terminal assez conséquent, on est quasiment autour des 5%. Est-ce que ils vont à nouveau rendre un 0,25 ou pas? Ça pourrait être le cas, sincèrement, ça serait même plutôt politiquement correct de le jouer comme ça, mais personnellement je suis pas tout à fait sûr qu'on va pas poser tout de suite. Alors ça serait une très bonne nouvelle bien sûr pour le marché, tout le monde est dans les starting blocks c'est pas vraiment un pivot, comprenez bien que ça veut dire une pause, et ils peuvent rester à ce taux terminal de 5 pendant très longtemps, à savoir par exemple notamment jusqu'en août, jusqu'à ce que tout simplement la target des 2% soit elle-même atteinte. Tant qu'il n'y a rien qui casse dans l'économie, ils n'ont aucun intérêt à venir baisser les taux, on va dire. Ils vont rebaisser les taux que à partir du moment où le chômage revient, où ils seront sûrs que l'inflation a collé à 2%, et où on aura effectivement des effets significatifs de ces taux d'intérêt trop hauts pour maintenir une demande suffisante, un investissement suffisant, et que du coup ça a des répercussions sur le taux de chômage. Donc à ce stade, effectivement, il resterait politiquement correct, et vous voyez que c'est ce que price le marché. Alors moi, je serais potentiellement plutôt, au-delà des 60% de chance, je pense, 60-70% de chance que la Fed nous donne effectivement une augmentation à 0,25, mais il n'est pas exclu qu'elle nous donne une pause tout de suite. En tout cas, vraisemblablement, possibilité que ce FOMC-là nous donne 0,25. On va voir ce que nous disent les consensus. Et donc on sera le 3 mai, je crois. C'est ça ou pas ?
oui, faites conférence, faites décision. Vous voyez que ici, le consensus nous dit 5,25, donc effectivement une hausse de 0,25. Donc de toute façon, on va dire que le 1,025 serait entre guillemets une bonne nouvelle, en tout cas dans les prix. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un sell de news sur ce 0,25 ou pas? C'est une question qu'on peut se poser également. Je pense pas que ça sera tellement le cas. Je pense pas qu'il va y avoir une diminution significative, mais ça pourrait être le cas. Parfois, vous avez des gens qui achètent en pensant qu'on sera effectivement au consensus et qui du coup, quand on est au consensus, et ben tout simplement encaissent, passent à la caisse pour récupérer leur argent. Depuis le dernier meeting, là, vous voyez que d'une certaine manière, j'ai un peu de mal avec mes yeux. D'une certaine manière, depuis le dernier meeting, alors le dernier meeting, on était quasi au top, je crois, là, on était autour du 14 avril, voilà. Depuis le dernier meeting, on a quand même relativement corrigé. Est-ce que ça, c'est un pump pré-FOMC, donc pré-conférence de la Fed ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que là, on n'est même pas positionné à la vente avant que justement ce FOMC arrive, 2 jours avant? Non, pour moi, je pense que en général, juste avant les FOMC, on a un petit pump. On a même plus un pump avant les CPI qu'avant les FOMC, mais il arrive que parfois on ait un petit pump et une petite vente au moment où la news sort. Donc ça irait plutôt dans l'idée que je vous disais tout à l'heure, qui était que on aurait peut-être dans les jours prochains une petite hausse jusqu'au FOMC et là à nouveau une vente. On va voir si ça va être le cas. En tout cas, pour le moment, c'est mon scénario privilégié personnellement. Tant qu'on ne perd pas la marque des 27 200 $, c'est mon scénario privilégié. Justin Sun qui rend à Binance 56 millions après que CZ nous avertissent qu'un token grab, donc qu'il y aurait du SUI qui aurait été probablement Terra USD, tweeted after. Alors Binance, le launch pool de Binance sont faits pour des airdrops par rapport aux retail users. Donc apparemment il a bénéficié d'un airdrop parce qu'il a mis beaucoup d'argent et ça a été visiblement refusé par le launch pool de Binance, le fait que Justin Sun, qui est le créateur de Tron et qui est une baleine, puisse lui accéder à cet airdrop là en mettant beaucoup d'argent sur la table. Bulgarie, l'autre pays du Bitcoin, 213 000 BTC qui pourrait changer la face du monde. Oui, la Bulgarie en fait a saisi énormément de Bitcoin au travers de différentes histoires de hack. Oui, c'est ça, la terre de la crypto queen Ruja Ignatova. Et effectivement, la Bulgarie est une baleine du Bitcoin, tout simplement au fur et à mesure des saisies, successives de... vous voyez que derrière, les USA n'ont que 144 000 BTC, donc la Bulgarie est désormais le premier pays déteneur de Bitcoin. Des comptes Coinbase hackés qui seraient en vente pour 610 $ sur le dark web. Donc attention à ça, je pense pas que ça soit non plus énorme, mais voilà, à surveiller également. On va passer là-dessus. Ici, eh bien, c'est First Republic Bank à nouveau sur Cointelegraph. Ici également, First Republic, donc qui a été prise de contrôle par JP Morgan. Et ici, Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, qui nous dit cette partie-là de la crise est terminée juste après l'acquisition de First Republic Bank. Comme on le sait, bon bah voilà, je vous ai expliqué un petit peu cette idée des fusions-acquisitions. Donc qu'est-ce qu'on regardera tout particulièrement? Mercredi, bien évidemment, le FOMC, le statement de... donc ça sera autour des 20h, 19h ou 20h, je sais plus maintenant, je me trompe à chaque fois sur le décalage horaire. Ne bougez pas. Oui, donc c'est bien 20h pour l'annonce des taux et 20h30 pour la conférence de Jérôme Powell. J'ai pour habitude de sortir une vidéo juste après la conférence, donc ce soir-là, ça sera une vidéo un petit peu tardive, probablement mercredi, et dans laquelle en fait je fais un décryptage de tout le discours qu'a donné Powell et de ce que ça peut nous donner éventuellement pour la suite. En tout cas, on touche le bout, effectivement, et ce qui est effectivement dit, on va dire entre les lignes, c'est que bien évidemment, ça serait a priori la dernière hausse avant d'envisager une correction sur les taux d'intérêt. Et puis voilà, la First Republic, la valeur de la banque, la valeur de l'action va valoir 0. C'est pour ça que JP Morgan rachète. Hein. Mais tous les clients vont garder leur argent. Au niveau des earnings,
Au niveau des earnings, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pas grand-chose. On a un petit peu de tech visiblement et pas mal d'énergie, de choses comme ça. Un petit peu de bancaire également. Demain, sur les earnings, on aura de la biotech, donc Pfizer, tout ça, enfin tout ce qui est pharma, Starbucks et compagnie. Voilà, on n'a rien de gros earnings, en tout cas dans le domaine qui peut nous intéresser. AMD ici, qui est quand même un des géants, on va dire, de tout ce qui est processeur, etc. Voilà, on va aller faire la liquidité, mais avant ça, je vous envoie la page de pub comme d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, et j'avais oublié, mais je vais effectivement, après coup, sur la fin de la vidéo, je vous présenterai 2 produits qui sont pas sponsorisés, mais qui du coup répondent à une thématique assez simple, qui est comment conserver sa seed phrase. Et vous allez voir que c'est des produits qui présentent des avantages, des inconvénients. C'est 2 produits qui sont relativement différents, mais qui, en tout cas, sont loin d'être parfaits. C'est ce que je voulais vous montrer également. La liquidité, alors on a liquidé 133 millions de dollars hier, et vous le voyez, on a quasiment 110 millions sur Bitcoin plus Ethereum, donc ça c'est les 2 assets, on va dire, qui ont le plus été impactés par la liquidité, on va dire ça, voilà. Ici, quand on regarde le carnet d'ordre, on est passé pas loin d'un gros ordre d'achat ici, mais on s'est retourné juste avant. Apparemment, c'est entre guillemets pas du mytho, c'est 136 bitcoins à l'achat là, parce qu'ils n'ont pas disparu au moment où on est descendu. En général, quand on est sur du spoofing, donc des faux ordres en fait, qui sont là pour mitonner un petit peu les ordres d'achat-vente sur le carnet d'ordre. Quand on s'en rapproche, ils disparaissent, et là, ça n'est pas le cas. Donc, on peut peut-être estimer que 28 000 serait un point où le prix aurait tendance à temporiser juste avant ces ordres-là. 200 bitcoins à 27,5. Voilà, on a quelques ordres quand même qui ont commencé à se mettre en place, et ça depuis le 27 avril, donc il y a de ça 3-4 jours, quelques ordres qui se sont mis en place avant la zone des 27,2, qui, je le rappelle, serait un petit peu la zone critique, qui, si jamais on la perdait, eh bien, nous dirait qu'on va potentiellement beaucoup plus bas. Sur les marchés en levier et sur BTC en l'occurrence, eh bien, on a pris tous les niveaux, c'est ça d'ailleurs, c'est ces niveaux-là qui nous avaient dit qu'on pourrait faire ce mouvement-là dans ce sens-là et puis dans l'autre. En l'occurrence, vous le voyez, on a pris les niveaux qui sont là
et ceux qui sont ici. Je regarde juste où était le dernier que j'ai mis en place. On n'a pas fait de vidéo hier, donc le niveau était ici. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'étude à partir de là. Là, j'ai un prix qui latéralise, j'ai un open interest qui est plutôt à l'augmentation, latéralisation. En tout cas, c'est pas énorme, mais on avait un point de long à prendre ici. Ici, le prix augmente, le funding augmente pas mal. Là, on rediminue. Vous voyez qu'on est pas mal shorté sur cette zone-là. Le short squeeze qui est fait ensuite est fait tout simplement pour venir prendre ces niveaux-là. Et là, depuis, malheureusement, vous le voyez, on a un prix qui descend. Mais j'ai un funding qui augmente au moins jusqu'à ce point-là, hein, vous le voyez, donc du coup c'est là que j'ai une divergence entre ce que me dit le prix et ce que me dit le funding. Je vous explique assez souvent aussi qu'on a tendance à déleverager autour des 6,33 milliards de dollars, et vous voyez que là on a pratiqué un deleveraging assez violent, donc tout ça était relativement aligné pour vraiment aller dans notre analyse de liquidité habituelle. On avait un point de long à prendre ici, et désormais c'est plus ou moins chose faite, puisqu'effectivement on est passé en dessous. Ici, sur ce stade-là, vous le voyez, j'ai une latéralisation du prix, mais descendre du funding, ça veut dire que j'ai été assez fortement shorté sur la zone qui est là, tout simplement. Donc il y aura effectivement un point à prendre par là, et après, d'ici là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose en point de long qui n'a pas été pris, sauf ce qu'il y a autour des 27,2. Depuis lors, on a repris une activité un peu normale, donc c'est-à-dire que globalement, pour moi, ce mouvement pourrait être fini, et entre guillemets, le cours pourrait reprendre une activité normale. On va dire entre guillemets, on n'a pas énormément là de short en dessous. On va voir commencer sur les poches de liquidité, donc sur la heatmap en fait, hein, celle que je regarde après. Après ici, regardez le funding. Sur Ether, même chose, on avait fait la vidéo par ici, hop, hop, hop. Alors, même chose, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, j'ai un funding qui latéralise avec un prix qui latéralise. On peut pas vraiment dire ici qu'il y avait nécessairement de... Bon, on avait plus de longueur que de shorter, hein, visiblement. Ici, le prix nettoie ses shorts. Et là, vous le voyez, là, normalement, on aurait dû plonger plus dans un funding encore plus négatif, puisque le prix a encore plus plongé. On ne l'a pas fait, en fait, et le funding a commencé à augmenter. Donc, en l'occurrence, sur Ethereum, l'analyse est un petit peu différente que sur Bitcoin, puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus bas depuis ce point-là. Donc, ce qu'on peut éventuellement penser, c'est que il y a encore effectivement un petit peu de long à nettoyer sur Ethereum, plutôt dans la zone qui est là. Ensuite on latéralise, c'est normal, et là j'ai un prix qui descend dans un premier temps et ça suit, un prix qui monte dans un deuxième temps et ça suit à peu près, donc l'analyse on va dire qu'elle est à peu près comme ça sur Ethereum également. J'ai un gros short, vous le voyez ici, qui s'est ouvert. Grosse position là qui fait plomber le funding, donc très bien senti, hein. D'ailleurs je pense que cette personne a pris un joli profit sur ce short là, mais on va quand même le noter comme un point de short à prendre éventuellement. Donc voilà ce que ça donne sur Ether, quelque part entre 1819 et 1856. Personnellement je pense qu'on pourrait d'abord prendre le point d'en bas là, il n'est pas non plus extrêmement conséquent. Sur Ether en général on déleverage quand on est à 3,75 milliards, et vous voyez qu'on a déleveragé avant, donc c'est beaucoup moins propre que sur Bitcoin en l'occurrence. Je pense qu'Ether a suivi Bitcoin sur ses mouvements de liquidation. On le voit d'ailleurs sur les volumes, enfin sur la masse, on a souvent et désormais beaucoup plus de niveau de correction, de niveau de liquidation, 2000 BTC de liquidé depuis 24 heures, que sur Bitcoin. Alors, liquidité, on n'a pas grand-chose à voir ici de cette histoire-là, si ce n'est qu'effectivement le trop-plein de longues qui avait été fait sur cette poussée-là a tout de suite été corrigé. On est désormais à l'équilibrium. Donc la question, c'est est-ce que le spot désormais va être vendeur ou est-ce qu'il va être acheteur? Mais en tout cas, en termes de liquidité, sur les 5 derniers jours, on ne peut pas forcément voir ici de direction préférentielle. Vous voyez qu'on a des grosses positions à venir chercher en haut. Ça m'intéresse, moi, et je pense que ça va être le cas. Je pense que le prix va plutôt aller en haut ici que en bas. Mais vous voyez qu'en termes de levier 100, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de valeur en bas. Qui est rentré en fait sur cette montée là et qui pour l'instant est toujours gagnante à ce stade. Est-ce qu'une partie a pris profit là ou pas? Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on peut se poser. Pour moi, on est à court terme, en tout cas peut-être plutôt dans une direction haussière que dans une direction baissière, et la liquidité a tendance à me donner raison. En tout cas sur Ether, on voit qu'on a plus de short que de long sur les 5 derniers jours. On voit que ça correspond à peu près à 2,75 milliards de dollars en position leveragée à venir chercher au-dessus.
Et on a des x100 qui sont par contre moins nombreux, enfin je veux dire je parle en termes de grosses bulles, grosses positions en x100, beaucoup moins nombreux, et 1856 étant la grosse position que je vous ai montré tout à l'heure et qui pourrait éventuellement ici à ce stade repousser le prix vers le haut. Et là on voit très bien ce que je vous ai montré également sur la partie levier. Alors, la 12 heures en heatmap, on a enclenché beaucoup plus de short que de long, mais on a un petit truc à prendre sous les 28, vous le voyez là. Par contre, beaucoup plus dans les 12 dernières heures de shorter que de longueur. Donc ça paraît cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur la 7 jours, on est venu prendre cette zone de valeur, vous le voyez, qui était désormais jaune. Soit on se dirige effectivement plutôt vers les 25, on vient prendre toute cette zone-là, mais vous voyez qu'on a déjà verdi au-delà des 30, d'où mon idée qu'on pourrait désormais faire un mouvement qui vienne d'abord prendre la liquidité en haut, au-delà des 31, et qui ensuite vienne prendre la liquidité en bas. Sur la 1 mois, c'est pas forcément ça la cohérence, on va dire. En tout cas, on est au milieu de rien. Sur la 1 mois, ça peut nous dire, moi je vais aller dévisser sous les 25 par exemple, 26,2, et éventuellement attaquer cette zone de valeur là, prendre la liquidité qui est là. Par contre, ça veut dire que je laisse gagner tout ce qui est là. Ça serait relativement inattendu, mais ça pourrait être le cas. Voilà, donc là, 1 mois, là, du coup, elle met un petit peu le doute sur cette lecture, entre guillemets, comme quoi, désormais, on va être peut-être potentiellement plutôt à la hausse et ensuite à la baisse. Sur la 12 heures sur Ethereum, je pense que l'analyse est à peu près la même. Plus de shorter. Voilà, c'est pas non plus autant que sur Bitcoin, mais on a plus de shorter effectivement sur Ether sur les 12 dernières heures. Ensuite, sur tout ce qui concerne la 7 jours, pour le coup, Ethereum, il y aurait beaucoup plus de cohérence à venir repasser dans la zone des 1990 à 2025 $, donc au-delà des 1009. Et sur la 1 mois, ce qu'on peut voir, c'est que la liquidité est plutôt en bas, elle est plutôt sous les 1006. Donc est-ce qu'on suit la 7 jours, est-ce qu'on suit la 1 mois? C'est les bonnes questions à se poser ici à ce stade. Personnellement, moi j'aurais plutôt tendance à suivre la 7 jours puisque la liquidité est plus fraîche. On a plus de chances que ces gens-là soient encore en position. Et pour le coup, malheureusement, c'est une donnée qu'on n'a pas. Allez, on revient sur le prix. Je pense que je vous ai donné pas mal de ma vision des choses, en tout cas en ce qui se concerne. Pour ce qui concerne cette histoire-là, pour moi, on va rester pour le moment dans cette compression. Je pense qu'on peut trouver rebond sur les points sur lesquels on est actuellement et venir potentiellement squeezer au-delà désormais des 31 200, des 31 000 $. Les deux petits produits que je voulais vous présenter, alors c'est tout simple, c'est comment garder sa seed phrase. Le premier produit, c'est une petite plaque comme ça, dans laquelle vous allez en fait insérer des lettres. C'est-à-dire que vous avez des plaques de lettres, comme celle-ci, que vous découpez et que vous insérez. Donc l'avantage, c'est que si vous changez votre seed phrase, vous pouvez changer la plaque. Vous avez un petit tournevis ici, qui vous permet de venir enlever en fait la platine qui est juste là. Donc ça c'est cool, le fait que le produit soit évolutif. Par contre, gros souci, vous ne pouvez mettre que 4 lettres là ici dans chacune. Vous savez que vous avez 24 cases pour stocker une seed phrase. Vous pouvez mettre que 4 lettres. Donc ça veut dire, imaginons que j'ai un mot qui dit sold, je sais qu'il manque des lettres, je suis pas sûr, mais je sais qu'il manque des lettres. Est-ce que c'est solder? Est-ce que c'est sold tout court? Est-ce que c'est, enfin, ça veut dire que vous avez une certaine connaissance de votre seed phrase. Souvent, moi, je trouve que les mots vont jusqu'à 6 lettres en général, 6-7 lettres. Je sais pas quelle est la fin exacte, quel est le nombre exact sur les seed phrases. Donc, produit très pratique parce que évolutif. Donc, du coup, si vous gardez les lettres, vous pouvez vraiment venir changer tout ça. J'ai le sentiment, j'ai pas encore fait la manip, mais qu'il y a suffisamment de lettres pour noter une seed phrase et ainsi de suite, etc. Donc super produit, mais par contre 4 lettres sur un mot en anglais, c'est quand même des mots assez simples, mais sur un mot en anglais, ça peut être effectivement un petit peu tricky. Le deuxième objet, c'est donc celui-ci s'appelait Helipal. Je pense que ça se trouve autour de 50-60 €, je crois, sur Amazon, ce qui est vraiment cher pour ce que c'est. Et ensuite, le deuxième produit, c'est des vraies plaques en métal, comme celle-là. Vous le voyez là. Donc là, c'est du stainless steel, c'est-à-dire c'est de l'acier galvanisé, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et vous avez également une plaque en aluminium, donc un peu plus légère, peut-être plus portable, parce que celle-ci, les plaques en métal sont très lourdes. Alors là, pour le coup, la méthode, c'est tout simplement, vous avez des sortes de goujons comme ça, où vous venez taper avec un marteau, en fait, la lettre. Vous voyez, il y a une lettre là, et vous avez toutes les lettres de l'alphabet, et vous venez taper comme ça votre seed phrase sur la plaque en métal.
Alors mais pas du tout évolutif au sens où si on l'a vu avec les derniers hacks d'ailleurs dernièrement où on conseillait aux gens d'éventuellement ceux qui avaient des wallets depuis plus de 10 ans de pas hésiter à venir changer leur seed phrase et leur adresse. Donc ce truc là est pas du tout évolutif, sauf si vous trouvez effectivement une plaque de stainless steel, pourquoi pas, hein, si vous êtes un peu bricoleur, vous la découpez etc et vous venez frapper dessus. Alors là pour le coup vous avez effectivement le matos pour pouvoir frapper tout ça à vie. Personnellement, j'ai tendance à plus préférer celui-là, donc celui sur lequel on vient frapper les lettres, que celui où on ne peut mettre que 4 lettres. C'est dommage, je trouve que, en tout cas, j'ai pas trouvé de version de ce produit-là. Si vous en connaissez, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. De version de celui-là où on peut mettre plutôt jusqu'à 6 ou 7 lettres, ce que je trouve vraiment un petit peu dommage, parce que pour le coup, ça aurait été vraiment le truc vraiment bien sympa. Pourquoi mettre sa seed phrase sur du métal? Tout simplement parce que ça résiste au feu, ça résiste au temps. Noter sa seed phrase sur un papier, par exemple, ce genre de choses peut être c'est déjà une solution extrêmement. Déjà, bien sûr, ne prenez jamais de photos de votre seed phrase, bien évidemment. Ne la mettez surtout pas sur votre ordinateur et même, j'aurais tendance à dire, même sur un fichier crypté, ça reste une connerie. Même sur un ordinateur qui n'est pas forcément connecté à Internet, etc., ça reste plus ou moins une connerie. Je pense que vraiment la solution papier est la moins pire et la solution métal est une bonne solution au sens où vous avez effectivement si vous avez un incendie ou ce genre de choses, ou si vous avez, que sais-je, une inondation ou tout ce genre de choses-là, eh bien, du coup, votre seed phrase, a priori, sera préservé. Je cherchais à présenter des produits un peu comme ça, vous aurez les liens en description. Personnellement, je trouve ça extrêmement cher, c'est quasiment 60 €. Peut-être que sur les sites directement, donc celui-ci s'appelle CQX Xseed, peut-être que sur les sites, donc sans passer par mon lien Amazon, vous aurez des meilleurs prix, regardez, renseignez-vous, n'hésitez pas. Je fais vraiment pas ça pour vendre des trucs, parce que de toute façon, ce que ça va rapporter, les 3 trucs vendus sur Amazon avec 2 $ de commission, j'en ai vraiment rien à cirer, mais je trouve ça intéressant de temps en temps de parler de ce type de solution, qu'est-ce qui est bien ou pas dedans, pas forcément se jeter sur le premier truc, mais essayer de réfléchir aux tenants et aux aboutissants de si j'ai que 4 lettres là, est-ce que je vais vraiment me souvenir du mot en entier, même si j'ai le début du mot. Donc ça oui mais non, j'aurais aimé qu'il soit plus gros, et ça oui mais non, en tout cas j'aurais aimé qu'on puisse trouver les plaques séparément, ou a priori en tout cas moi qui suis quand même plutôt bricoleur, j'aurais pas vraiment de problème à aller découper un bout de plaque d'inox ou puisque j'en ai à la maison, de quelque chose qui rouille pas, et puis éventuellement ou même on va dire de la ferraille mais traitée au rustol, à l'anti-rouille, enfin voilà, on trouve toujours des moyens de rendre ces solutions-là plus évolutives qu'elles ne le sont. Voilà pour la présentation de ces 2 petits produits. On va terminer sur la conclue, on va aller voir les petites time frames, c'est ce que j'ai pour habitude de faire en fin de vidéo. Alors, petite time frame, on voit que ici, sur la 15 minutes, on avait une latéralisation. On voit que la 15 minutes, la structure semble plutôt baissière à ce stade. Enfin, elle est baissière même. Vous le voyez ici. Bon, alors là, on est même plutôt en train de regarder la 1 heure, mais même la 15 minutes, on voit qu'à ce stade, elle est plutôt baissière. Pour le moment, quel est le point sur lequel, théoriquement, on ne devrait pas clôturer? Alors, c'est pas vraiment ici, vous le voyez, c'est une rouge, donc du coup, c'est une... ici c'était un point qu'on n'arrivait pas à passer et ça a l'air d'être du 15 minutes aussi, donc voilà, clôturer une 15 minutes en dessous, et je pense que c'est ce qu'on vient de faire. Oui, on l'a fait ici, donc cette ligne là elle a été effectivement hard closée. Je vais essayer juste d'effacer les trucs avant de me retrouver avec beaucoup de dessins. Donc cette 15 minutes là est perdue, on peut pas désormais penser que ce point là va être vraiment un point de rebond, sauf si jamais il vient à agir en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Si on voit le même point là, on avait une 1 heure ici, vous voyez qu'elle a été perdue également. On a à peu près la même 1 heure, mais qui pour le coup, elle n'a pas été closée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-ci, ici, qu'on avait mis dans une autre time frame, et on va la mettre comme une 1 heure. Si on perd cette 1 heure, parce que généralement il faut avoir des niveaux, on va dire, cohérents, des niveaux de décision qui ne permettent pas l'indécision. Ici, vous voyez qu'on avait tenu ce point sur du 1 heure, et là on est en train de le tenir. Pour le moment, tout ça c'est juste une mèche.
On n'a pas encore fait de bisous à la trend du bas, c'est-à-dire celle-ci. Alors moi, là, j'aurais vraiment adoré, par exemple, qu'on ne perde pas ce niveau 1 heure, que ça soit juste une mèche, mais qu'on vienne réellement retester complètement cette trend et que là, on réintègre le niveau 1 heure. Ça m'aurait vraiment fait dire, bon, même la hauteur de la mèche, tout est extrêmement cohérent, etc. pour rebondir à ce stade. À ce stade, moi, je vous parle d'un rebond, mais vous comprenez que la structure n'est pas du tout dans notre sens. C'est-à-dire que ici, on n'a rien sur les petites time frames qui va, à part effectivement la liquidité, mais en termes de structure, absolument rien ne vient dire que ça pourrait être le cas. La seule chose éventuelle qui pourrait dire que ça pourrait éventuellement être le cas, qu'on repasse désormais haussier, c'est un potentiel double bottom ici. D'accord, même si celui-là est plus bas, et ben c'est un double bottom optimisé. Il n'est pas larvé, c'est pas la meilleure forme de double bottom, mais bon, voilà. Ici, bah, vous voyez qu'on a cassé la ligne de coup. Vous voyez qu'on a à peu près atteint la target. Ensuite, on vient réattaquer le creux précédent. On repousse ici sur le creux qui est ici. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas pour le moment à venir attaquer la jambe de ça. Mais pour le moment, qu'est-ce que j'ai quand je regarde ça? J'ai juste deux creux successifs précédents et j'ai juste on va dire deux plus haut l'un que l'autre. Donc on aura une vraie confirmation que la 5 minutes s'est retournée, que quand on aura fait un troisième plus haut et un troisième plus bas. D'accord, là, on pourra commencer à dire oui, le 5 minutes passe dans une vraie structure haussière. Haussière, mais jusqu'à quand? Eh ben, comme je vous l'ai dit, moi, je pense que ces points-là vont être attaqués. Je pense qu'on va combler ce fair value gap que vous voyez ici, parce que ça a délivré très fort et que donc, du coup, le prix doit être amené à retourner à minima dans cette zone. Donc, personnellement, je serai dans une recherche du type de retournement qu'on vient de voir sur la 5 minutes pour éventuellement, à minima, venir commencer à sortir des TP sur cette zone-là. D'accord? Alors, je dirais même en bas du gap, là. Donc là, je croise pas mal de méthodes de trading et en l'occurrence là ça serait plus ou moins une méthode SMC ou appelez-la comme vous voulez. Vous avez aussi j'ai un trou de mémoire là sur le nom de la méthode, mais voilà, revenir réattaquer ici ce pic, fermer ce fair value gap. Et une SMC, vous l'utilisez en général quand vous avez une imbalance, donc quelque chose qui c'est un déséquilibre de prix, un accouchement de prix, un price delivery, et derrière que vous avez une structure de retournement. Donc vous rentrez sur la structure de retournement en petite time frame et vous allez chercher le haut du gap, donc ça serait quelque part par là. Personnellement, j'aurais tendance ici à prendre un premier profit dans cette zone-là, puisque désormais ça doit agir comme une résistance normalement cette histoire, puisque désormais ça agit comme une résistance. Vous voyez qu'on a ce niveau en 1 heure et qui date, qui pourtant est un vieux niveau. Vous comprenez que c'est des niveaux que j'ai gardés parce qu'ils portent cohérence après dans le futur. Mais là, théoriquement, je devrais le décaler sur ce point-là. Mais bon, moi, je préfère les laisser tels quels. Donc là, on devrait théoriquement se faire repousser. Ça, c'est une première chose, il doit y avoir une réaction. Donc, à ce stade-là, moi, personnellement, je prendrai un premier TP, je prendrai un deuxième TP par ici, et après, je laisserai mon runner éventuellement courir jusqu'au au-delà des 30 000 $, entre les 30 et les 31 000. 31 000, pas forcément, on ne doit pas faire un nouveau plus haut nécessairement. En tout cas, ce que j'envisage ici, et ça serait étonnant de ne pas le faire, c'est que vous avez cette espèce de triple top qui, effectivement, peut rejeter le prix, je dis pas le contraire. Ce triple top local, là, ici, aux 30 000 $, il a le droit effectivement de pas être testé, etc. Mais pour moi en ce moment on joue quand même pas mal sur la liquidité et pour moi il y a pas mal de liquidité short à venir prendre ici. Maintenant qu'on a fait notre mouvement sous ce niveau-là, qui était un petit plus ou moins à l'inverse, une sorte de triple bottom, ou en tout cas il y avait quelque chose à venir chercher vraiment sous cette zone-là puisqu'il y avait pas mal de liquidité. On l'a fait également sous ce point-là et c'était pour ça qu'on avait cette analyse effectivement qu'il fallait éventuellement aller prendre quelque chose. Et en l'occurrence on avait un petit gap qui était là. Donc ça pourrait pousser plus bas aussi, ça serait pas trop un problème. Encore une fois, pour moi, jusqu'à la trend et éventuellement jusqu'au niveau 1 heure suivant. Donc c'est-à-dire que là, il faut bien attendre que tout se confirme. Si jamais vous voulez vraiment avoir une direction préférentielle en short, l'essentiel n'est pas d'avoir la bonne direction, l'essentiel c'est d'avoir le bon timing, donc la bonne entrée, et de pas tenter des entrées successives juste parce que le cœur vous en dit. Donc voilà pour mon analyse. Personnellement, vous devez avoir la vôtre. Ici sur des petites time frames également, vous pouvez, et je pense que c'est assez pertinent, vous voyez que là on est en 5 minutes, vous pouvez vous noter tout simplement les trends ici de accumulation-distribution. Si jamais on couche la trend de distribution qui est celle-ci, et là vous voyez qu'elle est plutôt en train de s'accélérer, qu'elle est en train de passer comme ça, d'accord? Donc une trend qui s'accélère, c'est jamais très bon. Hop, pardon, on va y arriver.
On va y aller. Voilà. Là, la traîne, elle est en train de passer comme ça. Bah, si on commence à casser celle-ci et qu'ensuite on commence à effectivement casser celle-là, bref, vous pouvez ici attendre éventuellement des confirmations supérieures. Personnellement, moi, j'aurais tendance déjà à attendre que la 5 minutes soit confirmée haussière, c'est-à-dire un troisième plus bas et un troisième plus haut que le précédent. Et puis, le fait qu'on couche effectivement cette trend ici de distribution, mais surtout pour moi, potentiellement, le fait de réellement passer avec de la force les 28 600 pourrait nous donner un mouvement qui va aux 30 000 et au-delà, c'est-à-dire au-delà de la liquidité qui a été prise en short dernièrement. C'est-à-dire concrètement, si je devais vraiment donner un point bas, 29 969, voilà. En tout cas, c'est chouette parce qu'on a eu exactement ce qu'on voulait. Personnellement, bon, un peu déçu de pas être dans ce trade, mais parfois je prendrai week-end aussi, parfois je souffle, et donc du coup il n'y a aucun problème avec ça pour revenir après derrière en forme. Malheureusement, ce week-end j'ai un petit peu fait le con, j'ai sauté dans une piscine un peu tard samedi soir, et donc du coup j'ai chopé une bonne crève qui fait que en fait du coup ce petit soulagement, ce petit moment en fait finalement de on va dire décompression se transforme finalement en maladie et en grippe. Voilà, c'est la vie. Et je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, et la question du jour, elle sera est-ce que vous avez vous-même quelque chose d'intéressant pour décompresser? Est-ce que vous avez des moments de décompression? Est-ce que vous accordez des moments où tout simplement vous mettez un petit peu de côté tout ce qui est boulot, etc. pour décompresser? Vidéo assez longue, mais je vous ai présenté des produits, vous voyez qu'on est allé un petit peu dans le détail, pas forcément beaucoup dans le détail de la crise bancaire aux US, mais c'est quelque chose qu'on avait énormément détaillé avant, donc en ce moment je me concentre un peu plus sur le FOMC, les grosses news à venir, etc. et également bien évidemment sur la price action sur Bitcoin et la liquidité. Voilà, pour moi c'est là-dessus qu'il faut avoir une lecture tous les jours. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous une excellente fin de ce long week-end puisque on est le 1er mai. Je vous souhaite à tous un excellent 1er mai. Ciao.